m'appelle Seper Azavi. Je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque international sur les politiques et récits du corps de m'avoir accueilli pour cette intervention sur le corps pathologique, corps normal, Canguilhem, Merleau-Ponty et le cas Schneider. Sans plus tarder, je vais commencer. Dans son ouvrage de 1945, Phénoménologie de la perception, le philosophe Maurice Merleau-Ponty cherche à recouvrer et décrire la perception dans sa dimension pré-réflexive. Si ce travail tend avant tout à une restitution, c'est que nos constructions scientifiques, quand bien même elles garderaient leur légitimité et leur pertinence, nous éloignent de la saisie préconsciente et immédiate que nous avons de notre corps et de sa situation dans l'espace. En d'autres mots, si les sciences nous informent sur le fonctionnement du corps humain, elles ne nous indiquent pas, ou bien pas directement, ce qu'est être un être doté d'un corps. Le phénoménologue veut donc démontrer que les explications empiristes et intellectualistes de la perception, si elles sont prises à la lettre, rapprocheraient notre perception à celle d'un patient malade. D'où la pertinence, dans le cadre de son analyse, de recourir à un cas assez connu de la psychologie Gestalt de Gelb et Goldstein, à savoir le cas du patient Schneider. Le patient Johann Schneider, un minier qui avait servi au front lors de la Première Guerre mondiale, avait été victime d'un obus qui se serait logé dans la partie arrière de son crâne. Suite à cet incident, il a été mis sous les soins du psychologue Ademar Gelb et du neurologue Kurt Goldstein, qui ont offert le diagnostic suivant: une agnosie visuelle aperceptive. Ce diagnostic est jusqu'à ce jour l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Mais, plus important pour nous est de rendre compte des descriptions de cet état, que reprendra par la suite Merleau-Ponty. En raison des contraintes temporelles, je vais me limiter à un seul exemple. Lorsqu'on lui bande les yeux et qu'on lui demande de toucher son nez, il en est incapable, alors qu'à l'état normal, il n'a aucune difficulté à trouver son mouchoir et l'utiliser pour se moucher. Et ce, même s'il a les yeux bandés. Alors comment expliquer le paradoxe de cette incapacité à performer une tâche motrice simple, sur commande, sans l'usage de la vue, alors que par habitude le même patient est en mesure d'exécuter des tâches similaires, voire même plus complexes? Le mot clé ici est la notion d'habitude. Alors que la première tâche est décrite par Goldstein comme abstraite, la seconde est concrète et réside dans les habitudes de Johann Schneider, sédimentées bien avant sa condition agnosique. Si, comme le voudrait l'explication intellectualiste, notre prise sur le monde était toujours réflexive et donc abstraite et médiate, il n'y aurait pas de raison pour que le patient Schneider puisse accomplir des tâches motrices complexes, telles que l'action de se moucher, mais qu'il ne puisse pas pointer son nez. L'intellectualisme, en voulant réduire la capacité motrice du corps à une intention définie de l'esprit dirigé vers un espace qui lui dicte ses possibilités, échoue à thématiser ce dont elle voulait rendre compte, c'est-à-dire une explication scientifique de la perception. Ainsi voit-on paraître une distinction entre mouvement abstrait et mouvement concret, dans l'exemple de l'écriture par clavier qu'offre Merleau-Ponty, car, et je le cite, on peut savoir dactylographier sans savoir indiquer où se trouvent sur le clavier les lettres qui composent les mots. Savoir dactylographier n'est donc pas connaître l'emplacement sur le clavier de chaque lettre, ni même avoir acquis pour chacune un réflexe conditionné qu'elle déclencherait lorsque qu'elle se présente à notre regard. Fin de la citation. Nos mouvements concrets sont toujours orientés vers des buts dont chaque étape n'a pas besoin d'être objet de calcul. L'écriture sur un clavier, comme dans le cas de ce texte que j'ai préparé, et le cas Schneider, nous montre que cette sorte de tâche motrice est de nature différente que l'action abstraite. Le cas Schneider permet ici à Merleau-Ponty de développer son concept de schéma corporel, soit la somme d'un corps habituel et actuel qui lui apparaît en tant que puissance indivise. Et je le sais, je le tiens dans une possession indivise et je connais la position de chacun de mes membres par un schéma corporel où ils sont tous enveloppés.
La pathologie, dans le cas Schneider, c'est justement dans l'incapacité de retrouver cette unité du corps. De même, dans les cas de membres fantômes, à savoir lorsqu'un patient qui a perdu un bras ou une jambe le sent néanmoins, Merleau-Ponty explique par la persistance du corps habituel dans l'unité du schéma corporel comme explication de l'antériorité et l'indissolubilité de cette conscience sensorimotrice du corps. Malgré la difficulté que pourrait représenter la terminologie phénoménologique, la prémisse de l'argument merleau-pontien est claire. La maladie nous permet de voir que le rapport au corps, au sein de la perception, n'est pas qu'une somme de sensations, mais bien l'unité d'habitudes et de données actuelles. Or, ce qui m'intéresse dans le cadre du présent exposé, c'est de savoir de quelle manière et de quel droit le phénoménologue se voit en mesure d'utiliser la pathologie pour en déduire une normativité perceptuelle chez l'individu dit normal. Pour ce faire, je propose de tourner vers un autre philosophe, cette fois-ci un philosophe des sciences, également inspiré par les travaux de Kurt Goldstein. Il s'agit bien de Georges Canguilhem. Le rapprochement que je propose ici n'est pas fortuit, dans la mesure où Canguilhem avait lui-même perçu une congruence entre sa pensée et celle de Merleau-Ponty, quoique celui-ci n'apparaît pas explicitement dans son grand ouvrage de 1943, Le normal et le pathologique. Dans sa préface à la 12e édition du livre, Canguilhem souligne qu'il aurait trouvé un secours au thème central de son exposé dans le traité de psychologie générale de Maurice Pradines et la structure du comportement de Merleau-Ponty. Par ailleurs, il vaut ici de souligner que Merleau-Ponty était fort conscient qu'entre état pathologique et normes perceptuelles, il n'y a pas de rapport inversement proportionnel qui permettrait à partir de l'un d'aisément retrouver l'autre. Et je le cite encore une fois, on ne peut pas déduire le normal du pathologique, les déficiences des suppléances, par un simple changement de signe. Il faut comprendre les suppléances comme des suppléances, comme des allusions à une fonction fondamentale qu'elles essaient de remplacer et dont elles ne nous donnent pas l'image directe. Fin de la citation. Pour élucider les liens entre pathologie et normalité, je propose quelques distinctions issues de l'étude de Canguilhem sur la maladie dans son livre. Tout d'abord, il faut souligner que, pour Canguilhem, le pathologique n'est ni une absence de norme, ni le contraire du normal. Le pathologique est hétérogène au normal. Le pathologique n'est pas non plus une déficience selon l'idée qu'à toute pathologie correspond à un état physiologique équivalent mais positif, cette fois-ci. Car surgit alors la question de savoir en quoi une artère sclérosée est-elle analogue à une artère normale, question que se pose Canguilhem. Une explication de la biologie classique qui définirait la pathologie en tant que défaut ou excès ne peut, en dernière analyse, rendre compte de l'être malade. La raison en est que, alors même que la cause pourrait être quantitativement mesurable, le défaut d'air oxygéné dans le cas de l'asphyxie, l'effet est le plus souvent qualitativement différent. Donc, le véritable contraire du pathologique serait alors la santé, définie comme un rapport au corps qui serait immédiat et pré-réflexif, comme chez Merleau-Ponty, à l'égard du corps. Il s'agit, et je le cite, la vie dans le silence des organes, selon l'expression qu'il reprend à Ulrich. Or, la maladie, c'est le moment paradigmatique d'une remise en question de ce lien. La différence entre la santé et la maladie n'est pas une absence de normes dans celle-ci et sa présence dans celle-là, mais bien l'incapacité du corps pathologique à ériger d'autres normes que sa norme unique, c'est-à-dire d'être proprement normatif. Dans les travaux de Canguilhem, comme en un certain sens, mais de manière moins marquée chez Merleau-Ponty, quand bien même nous accorderions une préséance logique à la normale est existentiellement premier, dans la mesure où c'est à partir de celui-ci que nous déduisons celle-là. Canguilhem rappelle que la discipline médicale explique la norme soit par un devoir-être prédéfini,
ou bien une moyenne à laquelle le cas individuel doit se conformer? Et, dans un deuxième temps, pour qui la santé est-elle une norme? Pour la thérapeutique qui y verrait une fin ou bien pour le malade? Par ces deux questions, Canguilhem veut rappeler que la vie est toujours une activité normative et donc jamais indifférente par rapport à un contexte et des conditions desquelles le diagnostic du pathologique apparaît. Toute anomalie n'est pas pathologie car le premier renvoie plus largement à la diversité des vivants, alors que la pathologie renvoie au pâtir de la souffrance. Ainsi, l'anomalie n'est pas toujours une pathologie, mais le pathologique est toujours une anomalie. À titre d'exemple, Canguilhem rappelle que l'hémophilie n'est qu'une anomalie si l'on extrait le corps du contexte externe, à savoir la possibilité d'une lésion tissulaire. Ainsi, la normativité s'érige toujours en tant que rapport d'ajustement de l'organisme et son milieu. Et, Canguilhem nous le rappelle, l'observation clinique, qu'elle soit en laboratoire, à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin, constitue un nouveau milieu, duquel une reconfiguration du rapport dépend. Or, certaines conditions, comme l'hypoglycémie, peuvent être pathologiques pour l'Européen, alors que chez d'autres populations, cette même donnée brute de l'hypoglycémie devient une norme résultant d'une adaptation à l'environnement, comme dans le cas de la malnutrition. C'est grâce à cette intuition de Canguilhem, d'après laquelle la normativité corporelle est toujours une relation avec un milieu social, que nous pouvons retourner au cas Schneider. Car le caractère social de la pathologie est plus ou moins marqué dans l'analyse merleau-pontienne. Cette critique a été formulée dès 1981 dans l'analyse féministe du cas Schneider par Judith Butler dans son essai Sexual Ideology and Phenomenological Description, en ce qui a trait à une déficience sexuelle chez Johann Schneider, qui ne présente aucun intérêt lorsqu'on lui présente des images de femmes nues. Merleau-Ponty en déduit ici que la pathologie de Schneider réside dans son incapacité de projeter devant lui un monde sexuel ou à voir dans l'image d'une femme anonyme autre chose qu'un corps interchangeable. À Butler de répondre que pour Merleau-Ponty, le regard objectivement masculin devient le normal auquel doit se conformer le patient malade. Dans ses réflexions sur le normal et le pathologique, Canguilhem soulignera également les dangers de vouloir déduire du comportement dit anormal une norme, sans remettre en question l'aspect social de la détermination de normes vitales. Faute de quoi, ce qu'on définit comme normalité risque toujours de favoriser aveuglement l'adaptation sociale. Et je le cite, définir la normalité par l'inadaptation sociale, c'est accepter plus ou moins l'idée que l'individu doit souscrire au fait de telle société, donc s'accommoder à elle, comme à une réalité qui est en même temps un bien. Donc qui dit norme dit toujours valeur. Pour conclure, je voulais souligner que mon but dans le cadre de cette présentation était de souligner les écueils que peut représenter la déduction de normes perceptuelles ou corporelles à partir des cas que nous définirions comme anormaux. Sans doute Merleau-Ponty était-il lui-même bien conscient de certains de ces problèmes, comme je l'avais souligné plus tôt. Mais le travail des dernières décennies en phénoménologie montre un effort de pousser plus loin cette réflexion sur le corps, la maladie et la normativité perceptuelle. Sur ce, je vous remercie.